L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 8. Le nouveau Paris. En me tournant du côté du pont que je nommais jadis le pont au change, je vis qu'il n'était plus écrasé de vilaines petites maisons. Ma vue se plongeait avec plaisir dans tout le vaste cours de la Seine, et ce coup d'œil vraiment unique m'était toujours nouveau. En vérité, voilà des changements admirables. Il est vrai, c'est dommage qu'il nous rappelle un événement funeste, causé par votre extrême négligence. Nous? Comment, s'il vous plaît? L'histoire rapporte que vous parliez toujours d'abattre ces vilaines maisons, et que vous ne les abattiez point. Un jour donc que vos échevins faisaient précéder un somptueux repas d'un maigre feu d'artifice, le tout pour célébrer l'anniversaire d'un saint à qui, sans doute, les Français ont la plus grande obligation, le bruit des canons, des bouettes et des pétards suffit à renverser les vieilles masures dressées sur ces vieux ponts. Ils tremblèrent et s'écroulèrent sur leurs habitants. Le bouleversement de l'un entraîna la ruine de l'autre. 1000 citoyens périrent, et les échevins à qui appartenait le revenu des maisons, maudirent le feu d'artifice et jusqu'au repas. Les années suivantes on ne fit plus tant de bruit à propos de rien. L'argent qui sautait en l'air, ou qui causait de graves indigestions, fut employé à faire somme pour la restauration et l'entretien des ponts. On regretta de n'avoir point suivi cette idée les années précédentes, mais c'était le lot de votre siècle de ne vouloir reconnaître ces énormes sottises que lorsqu'elles étaient complètement achevées. Venez vous promener un peu de ce côté, vous verrez quelques démolitions que nous avons faites, je crois fort à propos. Ces deux ailes des 4 nations ne gâtent plus un des plus beaux quais, en laissant subsister des marques d'une vindication cardinale. Nous avons placé l'hôtel de ville en face du Louvre, et lorsque nous donnons quelques réjouissances publiques, nous pensons bonnement qu'elles sont faites pour le peuple. La place est spacieuse, personne n'est estropié par les feux d'artifice ou par les coups de bourrade de la soldatesque qui, de votre temps, aux choses incroyables, blessait quelquefois le spectateur, et le blessait impunément. Voyez comme nous avons mis chaque statue équestre des rois qui ont succédé aux vôtres, au milieu de chaque pont. Cette file de rois élevés sans pompe au sein de la ville, présente un coup d'œil intéressant. Dominant sur le fleuve qui arrose et féconde la cité, ils en paraissent les dieux tutélaires. Placés tous comme le bon Henri IV, ils ont un air plus populaire, que s'ils étaient renfermés dans des places où l'œil est borné. Celles-ci, vastes et naturelles, n'ont pas jeté dans de grands frais. Nos rois après leur mort ne lèvent pas ce dernier tribut qui, dans votre siècle, fatiguait le citoyen déjà épuisé. Je vis avec beaucoup de satisfaction qu'on avait ôté ces esclaves enchaînés au pied des statues de nos rois, qu'on avait effacé toute inscription fastueuse, et quoique cette grossière flatterie soit la moins dangereuse de toutes, on avait écarté soigneusement la moindre apparence de mensonge et d'orgueil. On me dit que la Bastille avait été renversée de fond en comble, par un prince qui ne se croyait pas le dieu des hommes, et qui craignait le juge des rois, que sur les débris de cet affreux château, si bien appelé le palais de la vengeance, et d'une vengeance royale, on avait élevé un temple à la clémence. Qu'aucun citoyen ne disparaissait de la société sans que son procès ne lui fût fait publiquement. Et que les lettres de cachet étaient un nom inconnu au peuple, que ce nom n'exerçait plus que l'infatigable érudition de ceux qui perçaient dans la nuit des temps barbares, on avait composé même un livre intitulé « Parallèle des lettres de cachet et du cordeau asiatique ». Insensiblement nous traversâmes les Tuileries, où tout le monde entrait, elles ne m'en parurent que plus belles. On ne me demanda rien pour m'asseoir dans ce jardin royal. Nous nous trouvâmes à la place de Louis XV. Mon guide me prenant par la main me dit en souriant. Vous avez dû voir l'inauguration de cette statue équestre. Oui, j'étais jeune alors, et tout aussi curieux qu'à présent. Mais savez-vous bien que voilà un chef-d'œuvre digne de notre siècle, nous l'admirons encore tous les jours, et lorsque nous voulons en contempler la perspective du château, elle nous paraît,
surtout au soleil couchant, couronné des plus beaux rayons. Ces magnifiques allées forment un cintre heureux, et celui qui a donné ce plan ne manquait point de goût, il a eu le mérite de pressentir le grand effet que cela devait faire un jour. J'ai lu cependant que de votre temps, des hommes aussi jaloux qu'ignorants exerçaient leur censure sur cette statue et sur cette place, qu'ils n'auraient dû qu'admirer. S'il se trouvait aujourd'hui un homme capable de dire une telle sottise, dès qu'il ouvrirait la bouche, nous lui tournerions le dos. Je continuais ma curieuse promenade, mais le détail en serait trop long. D'ailleurs on perd toujours en se rappelant un songe. Chaque coin de rue m'offrait une belle fontaine, qui laissait couler une eau pure et transparente, elle retombait d'une coquille de nappe d'argent, et son cristal donnait envie d'y boire. Cette coquille présentait à chaque passant une tasse salutaire. Cette eau coulait dans le ruisseau toujours limpide, et lavait abondamment le pavé. Voilà le projet de votre monsieur Desparcieux, académicien de l'Académie des sciences, accompli et perfectionné. Voyez comme toutes ces maisons sont fournies de la chose la plus nécessaire et la plus utile à la vie. Quelle propreté! Quelle fraîcheur en résulte dans l'air! Regardez ces bâtiments commodes, élégants. On ne construit plus de ces cheminées funestes, dont la ruine menaçait chaque passant. Les toits n'ont plus cette pente gothique qui, au moindre vent faisait glisser les tuiles dans les rues les plus fréquentées. Nous montâmes au haut d'une maison par un escalier où l'on voyait clair. Quel plaisir ce fut pour moi qui aime la vue et le bon air, de rencontrer une terrasse ornée de pots de fleurs et couverte d'une treille parfumée. Le sommet de chaque maison offrait une pareille terrasse, de sorte que les toits, tous d'une égale hauteur, formaient ensemble comme un vaste jardin, et la ville aperçue du haut d'une tour était couronnée de fleurs, de fruits et de verdure. Je n'ai pas besoin de dire que l'Hôtel-Dieu n'était plus enfermé au centre de la cité. Si quelque étranger ou quelque citoyen, me dit-on, tombe malade hors de sa patrie ou de sa famille, nous ne l'emprisonnons pas, comme de votre temps, dans un lit dégoûtant entre un cadavre et un agonisant, pour y respirer l'haleine empoisonnée du trépas, et convertir une simple incommodité en une cruelle maladie. Nous avons partagé cet Hôtel-Dieu en 20 maisons particulières, situées aux différentes extrémités de la ville. Par là le mauvais air que ce gouffre d'horreur exhalait, se trouve dispersé et n'est plus dangereux à la capitale. D'ailleurs les malades ne sont pas conduits dans ces hôpitaux par l'extrême indigence, ils n'arrivent point déjà frappés de l'idée de mort, et pour s'assurer uniquement de leur sépulture, ils viennent, parce que les secours y sont plus prompts, plus multipliés que dans leur propre foyer. On ne voit plus ce mélange horrible, cette confusion révoltante, qui annonçait plutôt un séjour de vengeance qu'un séjour de charité. Chaque malade a son lit, et peut expirer sans accuser la nature humaine. On a révisé les comptes des directeurs. Ô honte! Ô douleur! Ô forfait incroyable sous la voûte du ciel! Des hommes dénaturés s'engraissaient de la substance des pauvres, ils étaient heureux des douleurs de leurs semblables, ils avaient conclu un marché avantageux avec la mort. Je m'arrête, le temps de ces iniquités est écoulé, l'asile des malheureux est respecté, comme le temple, où les regards de la divinité s'arrêtent avec le plus de complaisance, les abus énormes sont corrigés, et les pauvres malades n'ont plus à combattre que les maux que leur imposa la nature. Quand on n'a à souffrir que d'elle, on souffre en silence. Des médecins savants et charitables ne dictent point de sentence de mort, en prononçant au hasard des préceptes généraux. Ils se donnent la peine d'examiner chaque malade en particulier, et la santé ne tarde point à refleurir sous leur œil attentif et prudent. Ces médecins sont au rang des citoyens les plus considérés. Et quel ouvrage plus beau, plus auguste, plus digne d'un être vertueux et sensible, que celui de renouer le fil délicat des jours de l'homme, de ces jours fragiles, passagers, mais dont un art conservateur accroît la force et augmente la durée. Et l'hôpital général, où est-il situé? Nous n'avons plus d'hôpital général, plus de bicêtre, de maison de force,
ou plutôt de rage. Un corps sain n'a pas besoin de cautère. Le luxe, comme un caustique brûlant, avait gangrené chez vous les parties les plus saines de l'État, et votre corps politique était tout couvert d'ulcères. Au lieu de fermer doucement ces plaies honteuses, vous les envenimiez encore. Vous comptiez étouffer le crime sous le poids de la cruauté. Vous étiez inhumain, parce que vous n'aviez pas su faire de bonnes lois. Il vous était plus facile de tourmenter le coupable et le malheureux, que de prévenir le désordre et la misère. Votre violence barbare n'a fait qu'endurcir les cœurs criminels, vous y avez fait entrer le désespoir. Et qu'avez-vous recueilli? Des larmes, des cris de rage, et des malédictions. Vous sembliez avoir modelé vos maisons de force sur cet horrible séjour que vous nommiez l'enfer, où des ministres de douleur accumulaient les tortures pour le plaisir affreux d'imprimer un long supplice à des êtres sensibles et plaintifs. Enfin, pour abréger, car je serais trop long, on ne savait pas même de votre temps faire travailler les mendiants, toute la science de votre gouvernement consistait à les enfermer et à les faire mourir de faim. Ces malheureux expirant d'une mort lente dans un coin du royaume, ont cependant fait parvenir jusqu'à nous leurs gémissements, nous n'avons point dédaigné leurs obscures clameurs, elles ont percé l'intervalle de 7 siècles, et cette basse tyrannie suffit à en révéler 1000 autres. Je baissais les yeux et n'osais répondre. Car j'avais été témoin de ces turpitudes, et je n'avais pu que gémir, ne pouvant faire mieux. Je gardai le silence quelque temps, et je repris en lui disant : Ah! Ne renouvelez pas les blessures de mon cœur. Dieu a réparé les maux que leur ont fait les humains, il a puni ces cœurs durs. Vous savez. Mais allons en avant. Vous avez, je crois, laissé subsister un de nos vices politiques. Paris me paraît aussi peuplé que de mon temps, il était prouvé que la tête était 3 fois trop grosse pour le corps. Je suis bien aise de vous annoncer, reprit mon guide, que le nombre des habitants du royaume est augmenté de moitié, que toutes les terres sont cultivées, et que par conséquent le chef se trouve aujourd'hui dans une juste proportion avec ses membres. Cette belle ville produit toujours autant de grands personnages, de savants, d'hommes utilement industrieux, de beaux génies, que toutes les autres villes de France réunies ensemble. Mais encore un petit mot assez important à recueillir. Placez-vous le magasin de poudre presque au centre de votre ville? Nous ne sommes pas imprudents de cette force-là, c'est assez des volcans qu'allume la main de la nature, sans en former d'artificiels qui sont 100 fois plus dangereux. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.